C'est l'heure de l'information, un journal magazine avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre comme tous les après-midi pour balayer ensemble l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Vous pouvez également nous suivre en direct et en vidéo sur Facebook et YouTube. À la une, en ce mardi 25 février, le fragile cessez-le-feu entre Israël et le djihad islamique. Combien de temps tiendra-t-il ? Élément de réponse dans ce journal avec notre invité, le politologue Ilan Greilsamer. Nous reviendrons également sur les dernières tendances sondagères à moins d'une semaine désormais des élections générales en Israël. Elles sont Mossad pour le Kahol Lavan de Benny Gantz. Également au sommaire, la mort d'Hosni Moubarak, l'ancien président égyptien destitué lors du printemps arabe en 2011 est mort aujourd'hui à l'âge de 91 ans. Et puis dans le dossier coronavirus, cette annonce du ministre de la Santé en France, Olivier Véran, pour qui l'épidémie est à nos portes. Radio J. Combien de temps durera-t-il ? C'est donc la question qui brûle les lèvres des Israéliens aujourd'hui, alors qu'un fragile cessez-le-feu s'est installé entre Israël et la bande de Gaza depuis hier 23h heure locale. Le calme que tous savent fragile s'est installé hier soir en deux temps. Après l'annonce d'un premier cessez-le-feu en début de soirée, le djihad islamique avait poursuivi ses tirs contre Israël, entraînant une riposte de l'armée. Le bilan de ce dernier round d'affrontement entre Tsahal et le djihad islamique est conséquent. 800 roquettes tirées en l'espace de 2 jours contre le sud d'Israël. Une grande majorité des projectiles ont néanmoins été interceptés par le système Dôme de fer. Et dans le sud, la vie reprend aujourd'hui péniblement son cours dans les villes limitrophes de la frontière. Les écoles sont restées certes fermées dans les zones à portée de tir, mais les accès aux principaux axes routiers et ferroviaires ont réouvert. Idem pour les points de passage entre Israël et la bande de Gaza, à Erez et Keren Shalom. Cette nouvelle escalade tombe en tout cas mal à 6 jours des élections générales en Israël. Elle était néanmoins prévisible après les annonces de vengeance lancées par le djihad islamique après la mort de 2 terroristes le week-end dernier. Et l'hypothèse de nouvelles tensions le 2 mars, le jour du vote, est désormais élevée selon les forces de sécurité israéliennes, et ce, en dépit des efforts récents du gouvernement israélien et du Hamas pour mettre en place une trêve de longue durée, notamment grâce à l'intermédiaire de l'Égypte et du Qatar. On va y revenir dans quelques instants. Mais avant, prenons la température des médias israéliens. Revue de presse signée Daniel Haïk en partenariat avec Studio Kalita. Écrivent les commentateurs israéliens face à cette nouvelle crise sécuritaire, surtout à quelques jours des élections. Yoav Limor, l'analyste militaire du Israël Hayom, affirme que dans Tsahal, on estime que l'actuelle ronde de confrontation est en passe de se terminer. Il souligne que ce sont les médiateurs égyptiens, qataris et ceux de l'ONU qui ont œuvré hier afin que le calme revienne, et il admet que si l'on va vers un retour au calme, celui-ci sera très fragile car le Hamas veut réellement un accord d'apaisement, tandis que le djihad, lui, fera tout pour le torpiller. Donc, après les élections, Israël devra, selon Yoav Limor, envisager les moyens de modifier cet équilibre des forces avec les organisations terroristes. Même son de cloche pour Yossi Yehoshua dans le Yediot Aharonot, qui affirme que le djihad fera tout pour torpiller la journée électorale de lundi prochain. Alex Fishman, le commentateur militaire du Yediot, tente d'expliquer les causes de ce regain de tension, et il souligne que les images d'une pelleteuse israélienne transportant dans sa pelle le corps d'un terroriste du djihad sont à l'origine de ce round. Le djihad l'a perçu comme une atteinte à l'honneur des Palestiniens, écrit-il. Ben Dror Yemini, toujours dans le Yediot, se demande comment en sommes-nous arrivés là. D'un côté Israël et Tsahal, qui sont considérés comme l'une des puissances militaires au monde, et de l'autre côté une petite organisation terroriste comme le djihad islamique qui lui dame le plomb. Et de constater que le monde, soi-disant libre, ne s'en prend au Hamas que lorsqu'il tire vers Israël, mais que dès qu'Israël riposte, eh bien, il s'insurge. Et Libor Livnat, l'ancienne ministre de l'Éducation, et enfin d'écrire ce matin, toujours dans le Yediot Aharonot, on aurait espéré que lorsque les canons tirent, eh bien, les politiciens baissent le ton, mais cela ne se produit pas. C'est la preuve que les habitants du sud du pays ne les intéressent pas vraiment. La revue de presse signée Daniel Haïk. Bonjour Ilan Greilsamer. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir sur notre antenne. Vous êtes politologue, auteur notamment de La Nouvelle Histoire d'Israël et plus récemment de État et religion en Israël. Ilan Greilsamer, nous venons d'écouter la revue de presse de Daniel Haïk. Des portraits d'enfants des villes du sud d'Israël sont à la une du Yediot Aharonot ce matin. Une une qui est barrée par un message auquel le spécialiste de sciences politiques que vous êtes est forcément sensible. Tistaklu lahem ba'enaim, regardez-les dans les yeux. On cherche bien sûr ici à capter l'émotion des lecteurs, mais pas seulement, c'est un rappel implicite à une autre campagne électorale qui nous ramène 21 ans en arrière avec un autre débat télévisé très fameux.
Ilan Greichsamer, vous nous entendez ? Allô ? Oui, tout à fait. Bon, écoutez, Israël est confronté aujourd'hui à un problème, je dirais, fondamental. On ne sait pas quoi faire face à Gaza. Et quand je dis on, ce n'est ni les politiciens de droite, ni les politiciens de gauche. Personne n'a de véritable solution. On est face à des organisations, et pas une seule, mais plusieurs, qui lancent des roquettes sur le territoire israélien quand ça leur chante. Et personne, ni dans l'armée, ni dans les sphères de la politique israélienne, n'a véritablement ébauché de plan pour faire face à cette menace. Il y a différentes solutions lancées en l'air. Une action militaire pour écraser ces organisations, ou tout au contraire, leur donner des avantages économiques, ouvrir les frontières, leur donner tous les matériaux qu'ils veulent, ou faire une trêve d'un certain nombre de mois ou d'années. Les idées les plus folles sont lancées, et ces gens qui habitent en bordure de la bande de Gaza, à Sderot, à Netivot et dans les kibbutzim le long de la bande de Gaza, souffrent, et ces enfants souffrent. Ces enfants sont pris de court par cette menace et qui les fait trembler. Ilan Greichsamer. C'est un problème essentiel. Ilan Greichsamer, quand le Yediot Acharonot titre Tistaklu Lahem Ba'enaim, je le disais en introduction, ça fait référence à une fameuse phrase lancée par Yitzhak Mordechai contre Benyamin Netanyahou lors du débat télévisé de la campagne électorale de 1999, un débat télévisé fameux. Est-ce à dire aujourd'hui que Benyamin Netanyahou n'a pas les moyens et ne prend pas en compte suffisamment ce problème des habitants des villes limitrophes de la bande de Gaza pour trouver une solution, on allait dire définitive, même si on sait que la solution est particulièrement complexe à trouver dans ce dossier? Écoutez, vous savez que je ne suis pas tendre avec Benyamin Netanyahou, et que j'aimerais bien qu'il y ait un autre Premier ministre en Israël, mais il faut reconnaître que, encore une fois, aussi bien les gens de Likoud que les gens de Kahol Lavan, que la gauche, que la droite, n'ont pas de solution à cette question. Tout le monde compatit, on les regarde dans les yeux, ces enfants, pas seulement les enfants, les familles qui habitent en bordure de la bande de Gaza, mais ce qu'on attend un peu, c'est une sorte de plan. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, et ça manque totalement. Netanyahou n'a pas de plan, Gantz ne paraît pas avoir de plan non plus, et on est dans cette situation d'attendre le prochain round de lancer de roquettes qui certainement ne saurait pas tarder d'ici quelques semaines ou quelques mois. Et pourtant, plusieurs adversaires de Benyamin Netanyahou ont critiqué ces dernières heures à la fois la stratégie, mais aussi le bilan du gouvernement et des gouvernements Netanyahou face aux organisations terroristes palestiniennes. Je pense notamment aux anciens chefs d'état-major qui sont aujourd'hui à Kahol Lavan ou alliés à Kahol Lavan, comme Benny Gantz évidemment et Moshe Ya'alon, mais aussi à l'actuel ministre de la Défense, Naftali Bennett, qui a récemment estimé que rien n'avait été fait ces dernières années à Gaza. Est-ce également votre avis ? Bon, écoutez, de toute façon, c'est normal qu'on critique le gouvernement en place. Il y a actuellement un gouvernement avec Netanyahou à sa tête et Bennett, ministre de la Défense. Comme ce récent round de roquettes et de représailles n'a absolument rien donné et rien fait avancer, il est normal qu'on critique ceux qui doivent prendre des décisions. Mais encore une fois, quand vous parlez des chefs d'état-major qui constituent le cockpit du parti Kahol Lavan, et ils sont 4. Ils n'ont pas mis en avant une stratégie ou un plan dont on pourrait dire, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Personne n'a de solution. Et l'une des raisons, on vient de le voir lors de ce round de roquettes, c'est qu'il n'y a pas qu'une organisation, ce n'est pas que le Hamas. S'il n'y avait qu'une organisation, on pourrait faire une trêve de longue durée, par exemple. Mais là même, on se met d'accord avec le Hamas, ça paraît curieux puisque le Hamas veut nous détruire, mais
On fait une trêve, mais voilà, des organisations dissidentes ont décidé que ça ne leur plaisait pas et que c'est le moment de lancer des roquettes sur Israël. Donc, c'est une histoire sans fin. Et personne, encore une fois, ni à droite ni à gauche, ne nous présente sur la table un plan dont on puisse dire « Ah, voilà, ça c'est intelligent, c'est exactement ce qu'il faut faire ». Est-ce que la reprise des affrontements dans les prochaines heures entre Israël et le djihad islamique, voire une guerre dont la menace est latente, est-ce que ces éléments pourraient affaiblir politiquement Benyamin Netanyahou à moins d'une semaine des élections ? Écoutez, ce qu'il faut dire de ces élections, ce qu'il faut expliquer, c'est que les attitudes des Israéliens, maintenant c'est le 3e round d'élections, sont devenues très rigides. Les gens savent pour qui ils veulent voter, ils ont déjà décidé depuis longtemps, et pratiquement rien ne joue, rien n'a d'effet. Le plan Trump n'a pas fait d'effet sur les intentions de vote. Pas plus que la libération de Naama Issasra. Voilà, la libération aussi de cette demoiselle. Rien n'a fait, parce que les gens savent déjà pour qui ils veulent voter. Ceux qui veulent voter pour Bibi, rien ne peut se passer qui les fasse changer d'avis. Ceux qui veulent se débarrasser de Bibi, aussi rien ne peut. Et donc, les seuls changements auxquels on a assisté ces derniers jours, d'après les sondages, sont à l'intérieur des blocs. Alors justement, j'y viens, Ilan Graisamer, notamment à gauche, plusieurs récents sondages montrent un recul de Kahol Lavan, celui de la 13e chaîne de télévision israélienne qui a été publié hier soir, place le mouvement de Benny Gantz désormais derrière le Likoud avec 32 sièges contre 36 il y a quelques semaines. Semble-t-il qu'au moins 2 sièges seraient passés du côté de la liste travailliste Gesher et Meretz. Pourquoi la campagne de Kahol Lavan patauge-t-elle un peu ces derniers jours ? Non, je ne crois pas du tout que ce soit le cas. Je pense que, encore une fois, les choses se passent à l'intérieur des blocs, c'est-à-dire à l'intérieur du bloc de droite. Netanyahou arrive à monter un peu parce qu'il prend des voix à la droite nationaliste et religieuse de Yemina qui baisse. Donc, il y a ces vases communicants où le Likoud monte. Vous pensez, Ilan Graisamer, vous pensez que c'est ce qui explique son annonce ce matin d'une demande de dépôt de plan pour la construction de 3500 logements en Judée-Samarie dans la zone E1 en bordure de Jérusalem? C'est pour siphonner cet électorat? Non, de toute façon, il veut siphonner cet électorat. Lui, ce qu'il voudrait, c'est que le Likoud soit le plus important possible pour que le président lui confie la constitution du prochain gouvernement, et pour cela, il doit effectivement siphonner les voix de Yemina. Et ça peut marcher ? Donc, dire des choses très à droite. Mais ça marche très bien. Ça marche très bien parce que ces derniers temps, ce mandat ou ces 2 mandats de plus du Likoud qui lui a permis de passer en tête, ce sont des voix qui viennent de la droite, qui ne viennent pas de la gauche. Et je voudrais juste ajouter que le phénomène inverse se passe de l'autre côté, oui, puisqu'il y a des gens qui trouvent que Kahol Lavan a été trop à droite et disent, finalement, on préfère voter pour un vrai parti de gauche, pour les travaillistes Meretz. Et donc, le parti Kahol Lavan descend un peu et la gauche, le parti de gauche, monte un petit peu. Est-ce qu'en conséquence, on peut envisager... Ilan Graisamer, est-ce qu'on peut envisager en conséquence de ce que vous venez de dire que dans les prochaines heures et dans les prochains jours avant le 2 mars, les stratèges de Kahol Lavan, voyant ces récents sondages, essayent à leur tour, comme ils l'avaient fait lors des 2 premiers rounds, d'aller siphonner l'électorat de la liste travailliste Gesher-Meretz pour essayer de remonter? Oui, ils peuvent essayer. Mais il y a quand même un avantage à Netanyahou, c'est que Netanyahou est seul maître à bord. Aujourd'hui, c'est le leader de la droite. Chez Kahol Lavan, il y a un peu de cacophonie. Ils sont 4 dans le cockpit. Ils sont 4 dans le cockpit, c'est beaucoup, ils n'ont pas toujours le même avis. Mais c'est vrai que maintenant, dans la dernière semaine, près de la ligne d'arrivée, ils vont se tourner vers l'électorat de gauche pour essayer de récupérer quelques mandats et de repasser en tête. Mais le résultat est le même. Le résultat est le même, c'est que ni le bloc de gauche,
ni le bloc de droite n'atteignent dans aucun sondage les 61 députés qu'il faudrait pour constituer un nouveau gouvernement. Ni la droite ni la gauche, et on se retrouve finalement dans la même situation qu'après les rounds d'élections précédents. Merci beaucoup Ilan Kreisamer d'avoir été mon invité cet après-midi. À très bientôt sur Radio J. Je vous en prie, à bientôt. 14h passées de 17 minutes, on marque tout de suite une pause et on se retrouve pour la seconde partie du journal. Suite de l'actualité, Philippe, avec Gabriel Attal. Bonjour Gabriel. Bonjour Steve. On ouvre avec vous le dossier coronavirus de cette édition avec une bonne nouvelle en provenance du Japon. Un des 4 Israéliens contaminés par le coronavirus à bord du Diamant de Princesse est sorti de l'hôpital militaire de Tokyo ce matin. Le ressortissant israélien est en bonne santé. 3 autres ressortissants israéliens se trouvent toujours dans cet établissement sanitaire. Par ailleurs, le gouvernement israélien craint que le nouveau coronavirus coûte au pays des milliards de shekels alors que l'économie mondiale continue de subir des pertes massives. Le ministère des Finances a déclaré que la baisse de la production pourrait atteindre quelques 14 milliards de shekels, soit près de 4 milliards d'euros. Lors des législatives de lundi, des tentes seront érigées pour que les Israéliens exposés au coronavirus puissent voter. Du personnel du Magen David Adom gérera l'organisation de ces tentes et le président de la commission électorale s'est plaint qu'il n'a pas été possible de trouver des personnes volontaires pour diriger les bureaux de vote dans ces tentes. Et conséquence inattendue de l'épidémie du coronavirus dans le monde et en Israël, elle pourrait entraîner, Gabriel, une pénurie de matzot à Pessah en Israël selon le site d'information Ynet. C'est votre histoire du jour. De nombreux Israéliens annulent leurs vacances de Pessah en Italie ou en Thaïlande, notamment des pays particulièrement touchés par le virus. Davantage de ressortissants qu'à l'accoutumée resteront donc au pays, ce qui pourrait augmenter la demande en matzot. Avec plus d'Israéliens restant au pays, le marché alimentaire aura une autre demande de 3 à 4% à laquelle il ne pourra pas faire face, a précisé un détaillant au Yediot Aharonot. Outre la Chine, c'est l'Iran qui se trouve en état de crise à cause du coronavirus. Et on apprend aujourd'hui que le vice-ministre iranien de la Santé a été testé positif au coronavirus. Oui, et il est actuellement en quarantaine. 3 personnes infectées par le coronavirus sont décédées aujourd'hui, portant le total de morts à 15 en Iran. Parmi ces personnes, 2 femmes âgées de 87 et 82 ans de la province centrale de Markazi et la 3e résidait dans la province d'Alborz, dans le nord du pays. En Italie, le Premier ministre Giuseppe Conte a estimé que l'origine épidémique du coronavirus dans le nord du pays était due à une gestion non conforme d'un hôpital, un centre de soins qui n'a pas respecté les protocoles. Un cas a été signalé en Sicile, le premier dans le sud de l'Italie. Un touriste de Bergame a été hospitalisé à Palerme et la Toscane est également touchée avec 2 cas à Florence et Pistoia. Et en France, Gabriel, où en est-on ? Le ministre de la Santé Olivier Véran a rassuré ses concitoyens ce matin sur RTL en affirmant qu'il n'y avait pas d'épidémie chez nous. Il n'y a pas aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, il n'y a plus de malades en circulation en France, il n'y a plus de malades hospitalisés. Le dernier patient est sorti guéri hier de l'hôpital de Lyon. Il y a eu hier un grand nombre d'alertes et c'est pour ça que nous avons mis en place un dispositif d'alerte. Il y en a eu à Lyon, il y en a eu à Calais, il y en a eu dans les Alpes-Maritimes, il y en a eu en Haute-Savoie, il y a de grands nombres d'alertes. C'est le processus de vigilance qui fonctionne. Je vous confirme qu'à l'heure à laquelle je vous parle, aucun patient ayant bénéficié du dispositif d'alerte n'a été testé positif pour le coronavirus. Et les ministres de la Santé français, suisses, autrichiens, slovènes et croates frontaliers de l'Italie ainsi que l'Allemagne et l'Union européenne se réuniront cet après-midi à Rome pour tenter de définir des lignes d'action communes face à l'épidémie du coronavirus, a indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran. Et une annonce inattendue nous est parvenue des États-Unis, Gabriel. Le président américain Donald Trump a déclaré tout à l'heure qu'un vaccin contre le coronavirus était à portée de main. La mort de Hosni Moubarak, l'ancien président égyptien, est décédé aujourd'hui à l'âge de 91 ans. Longtemps raïs incontesté du pays, Moubarak avait été chassé du pouvoir lors du printemps arabe en 2011 à la surprise du monde entier. Condamné à la prison à perpétuité pour l'assassinat de 850 manifestants, Moubarak avait été libéré de prison en 2013 avant d'être assigné dans un hôpital militaire. Surnommé par les observateurs le dernier des pharaons, Moubarak avait été finalement acquitté pour ses accusations de meurtre en mars 2017. Tout à l'heure, Israël a rendu hommage à cet ancien commandant des forces aériennes égyptiennes contre lequel elle avait combattu lors de la guerre du Kippour en 1973. Benyamin Netanyahou exprimait, je cite, sa profonde peine après la disparition de son ami personnel.
Dans le reste de l'actualité, pour la toute première fois, le roi Salman d'Arabie Saoudite a rencontré un rabbin dans sa résidence officielle lors d'une réunion annuelle de l'organisation de dialogue interreligieux CAICID la semaine dernière, Gabriel. Le rabbin David Rosen, une figure de proue de la coopération interconfessionnelle, est l'un des 8 membres du conseil des gouverneurs de CAICID, représentant la foi juive, et a été l'un de ceux accueillis par le roi saoudien Salman dans son palais royal de Riyad jeudi dernier. David Rosen est également un citoyen israélien vivant en Israël, ce qui rend sa rencontre avec le roi saoudien encore plus remarquable. Vous l'avez peut-être déjà découverte sur vos écrans. Hunters, la série produite par Amazon et qui met en scène des chasseurs de nazis dans les années 70, contiendrait des scènes historiquement fausses, a déploré le mémorial du camp d'Auschwitz. Le mémorial craint que cela n'encourage les thèses négationnistes. Auschwitz était rempli de douleurs et de souffrances atroces documentées par les récits des survivants. Inventer un faux jeu d'échecs humain pour la série Hunters n'est pas seulement une bêtise dangereuse et une caricature, c'est aussi une invitation aux futurs négationnistes. Nous honorerons les victimes en préservant l'exactitude des faits, a écrit sur Twitter le musée d'Auschwitz. En France, la campagne pour les municipales à Paris continue avec une passe d'armes entre Anne Hidalgo et Agnès Buzyn sur Europe 1 ce matin. L'ancienne ministre de la Santé a accusé hier soir sa rivale d'impréparation face à l'épidémie de coronavirus. Il n'y a pas eu de contact avec la mairie de Paris lorsque j'étais au ministère. Nous avons préparé essentiellement le système de santé et sa résilience. Est arrivé sur Europe 1 avec Anne Hidalgo. Elle a répondu avec force à son adversaire pour la mairie de Paris. Elle a affirmé que des échanges avec l'ex-ministre de la Santé avaient bien eu lieu et que la capitale était préparée à l'arrivée éventuelle d'une épidémie de coronavirus. Je trouve ces propos tellement irresponsables de la part de l'ancienne ministre de la Santé que les bras m'en tombent presque. Bien sûr que en tant que maire de Paris, mon rôle c'est de tenir compte, de préparer sous les autorités sanitaires, de préparer la ville. Il se trouve que, heureusement, dès le 25 janvier, nous avons organisé avec l'Agence régionale de santé, la ville de Paris, une cellule de veille pour surveiller l'évolution de la pandémie. Sans transition, le secrétaire d'État en charge de la jeunesse, votre homonyme, Gabriel Attal, a déclaré, je cite, que les associations créées sous le statut de la loi 1901 ne devaient pas servir de bouclier pour des personnes qui ont un projet d'islam politique, Gabriel. Il était invité ce matin de CNews. Le ministre a ajouté qu'il devait participer cet après-midi à une réunion de travail d'Emmanuel Macron avec des présidents d'associations. Je crois profondément que les associations qui peuvent aujourd'hui parfois être présentées comme un problème, sont en réalité une solution. Elles peuvent parfois être présentées comme un problème parce que il est vrai que moi, en tant que secrétaire d'État à la vie associative, je constate que certains qui ont un projet politique d'imposer une norme qui n'est pas celle des valeurs de la République, mais qui est celle d'une conception dévoyée de la religion, se servent du statut associatif pour porter ce projet, notamment en direction des enfants. Et donc il faut prendre des mesures supplémentaires, c'est ce sur quoi on travaille, c'est ce sur quoi j'ai fait des propositions au président de la République et au Premier ministre pour entraver ce projet-là à travers des associations. Merci Gabriel Attal. Tout de suite, quelques écrans publicitaires et on se retrouve juste après pour Israël Business. À tout de suite. Israël Business, le rendez-vous hebdomadaire consacré à l'économie israélienne et internationale, tendance, acquisition, projet. On refait l'actu avec notre expert Eric Lewin. Bonjour Eric. Bonjour mon cher Steve. Et on démarre cet Israël Business avec le secteur des télécoms en Israël qui est en pleine ébullition. Oui, il est très très concentré, c'est très difficile de gagner des parts de marché, c'est très difficile d'être rentable, donc il y a beaucoup de concentration. Début février, il y avait Altis Europe, c'est la propriété de l'homme d'affaires Patrick Drahi, qui est présent dans la téléphonie, SFR, les médias BFM Oui24, qui était intéressé par Partner, le deuxième opérateur mobile en Israël. Les transactions continuent, les tractations continuent. Eh bien, ça s'accélère dans le secteur avec une autre opération. Là, cette fois-ci, elle est ferme. C'est l'acquisition par Cellcom de Golan Telecom, qui était la propriété d'Electra Consumer Products et de Gilles Sharon. Acquisition pour 656 millions de shekels, soit 176 millions d'euros. C'est une réponse à Patrick Drahi ? C'est pas une réponse à Patrick Drahi, mais comme il faut aller vite dans le secteur, Cellcom, qui a été fondé en 1994, qui est l'un des groupes les plus anciens de le monde de la téléphonie, devait agir vite. Alors c'est une espèce de réponse, sauf que c'est pas la même cible.
Et l'opération est belle pour les vendeurs. Oui, très belle opération, puisqu'ils avaient acheté Golan Telecom en avril 2017 pour 350 millions de shekels. Ça fait une plus-value de 87% en l'espace de 3 ans, ce qui est pas mal. Rappelons que Golan Telecom avait été fondé en 2011 par un Français, Michael Bokobza. Il était devenu Michael Golan. C'était l'ancien directeur général d'Iliad, un très très proche de Xavier Niel. Il a émigré en Israël en 2007, décrochant donc en 2011 la 5e licence mobile israélienne pour Golan Telecom, avant donc de vendre sa société en 2017. Un mot quand même de la téléphonie en Israël. C'est quand même un secteur avec beaucoup d'acteurs. Il faut savoir qu'Israël, c'est 8 à 10 millions d'habitants. Il y a quand même 5 licences de téléphonie, alors qu'en France, on a 67 millions d'habitants et il y a simplement 4 opérateurs sur le secteur. Donc il faut aller vite, et donc dans un avenir assez proche, il devrait y avoir vraiment une réduction du nombre des opérateurs en Israël. Il va y avoir encore beaucoup de fusions-acquisitions dans ce secteur. Avec des conséquences sur la tarification pour les utilisateurs ? Avec des conséquences sur la tarification et surtout, malheureusement, avec des conséquences en termes d'emploi, puisque vous savez que dans ce secteur, quand il y a des fusions, il y a beaucoup de destruction d'emplois. Alors c'est vrai qu'en Israël, on a un taux de chômage assez faible, mais quand même, il risque d'y avoir de la destruction d'emplois très importante en cas de fusion-acquisition. Alors, est-ce l'approche du printemps et des régimes minceurs qui nous guettent ? Mais Eric, en tout cas, vous vouliez revenir sur le marché des édulcorants, sur lequel Israël tire son épingle du jeu. Vous savez, on est tous au régime. On est confronté à des problèmes de poids. Enfin, pas vous, parce que vous êtes tout jeune et tout maigre, mais moi un peu plus. Et en fait, on consomme souvent du faux sucre pour se donner bonne conscience. C'est-à-dire qu'on va prendre du faux sucre avec le café, mais on va prendre un gros croissant aux amandes après. Et donc, le marché des édulcorants, c'est un marché mondial qui devrait peser plus de 80 milliards de dollars d'ici 4 ans, c'est-à-dire x2 en l'espace de 4 ans. Et donc, à la pointe du progrès, il y a une petite société israélienne. Le nom ne vous dira sans doute rien. Elle s'appelle Doumatok. Son business model est de réduire de près de 40% la teneur en sucre de certains produits. En fait, Doumatok fait croire au cerveau qu'il a consommé plus de sucre qu'en réalité. Alors, la société est innovante dans la mesure où elle vend une technologie lui permettant de reformuler les recettes en supprimant le sucre, remplacé par un autre ingrédient. Alors, elle intéresse déjà beaucoup de monde. Il y a un groupe qui s'appelle Südzucker, qui est le leader européen du sucre, qui est l'un de ses partenaires prestigieux, levée de fonds de l'ordre de 22 millions d'euros pour cette start-up israélienne. Et avec cette start-up, vous pourrez continuer à manger des gâteaux, du chocolat, moins d'effets secondaires, comme l'obésité ou un diabète de type 2. Cette société a été fondée en 2014 et on connaît malheureusement la fin de l'histoire. Il devrait y avoir une fusion-acquisition. La société devrait être rachetée parce que quand on connaît les gens du secteur, je parlais de Südzucker dans le sucre, mais même des groupes comme Nestlé ou encore Danone, elles risquent d'intéresser beaucoup de monde, puisque vous savez que les édulcorants, manger sans sucre, ça fait partie des évidences dans l'agroalimentaire pour les 10 prochaines années, mon cher Steve. On peut donc continuer à manger des chocolats. C'est sur cette note sucrée que nous nous séparons, Eric. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci, chers auditeurs et auditrices, de l'avoir suivi. L'info revient sur Radio J à 15h avec le Flash. Tout de suite, l'émission Histoire du peuple juif présentée par Chaim Nissembaum. On se quitte en musique avec Nathan Goshen et son nouveau titre à Kolpo Igamer. Bel après-midi à l'écoute de Radio J. Chodesh Tov. Prenez soin de vous.